écouté Sticky. Il y en a qui bienvenue en prenant votre café. J'ai écouté Sticky. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ben, je tombe dans la catégorie qui n'aiment pas. Donald Trump et le win-lose. La lutte contre l'islamophobie. Je l'ai eu. On va parler de ça. Chrystia Freeland qui va faire un énoncé économique lundi le 16. On se demande tout ce que ça va. Pourquoi qu'elle fait ça? J'ai une réponse. Je ne l'ai pas trouvé tout seul. J'ai lu beaucoup. Tylenol, bientôt prescrit par les médecins. Ça se passe en France. Pas pour les pilules, mais pour les décongestionnants. L'overtime à la SPVM. Notre duo magique ne s'est pas compté. On va parler des garanties de Nordvolt et de Lyon. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois, on l'a vu pour une dernière fois en politique, est-ce qu'il va s'occuper de sa famille? Une citation fantastique de Lewis Hamilton dans Êtes-vous tombé sur la tête? Qui détient les bitcoins? Je vais jaser de ça. Google qui annonce quelque chose de magique, le titre augmente. Et est-ce que ce serait le début d'une nouvelle bulle? Bon, on va regarder ça. GM qui laisse tomber les robots taxis. Quoi d'autre? Le Log Nut Challenge. Je connais quelqu'un, ça y est arrivé. Est-ce que vous connaissez? Bon, on va parler de tout ça. J'ai écouté Sticky sur la non-histoire du vol de sirop d'érable qui a eu lieu en 2012. C'est mauvais. C'est mauvais. Oui, c'est pas l'histoire. Oui, c'est une comédie drôle. Oui, ça met en lumière des acteurs québécois. Oui, il y a tout ça. Il y a Jamie Lee Curtis qui joue là-dedans. Très mauvaise. Je ne dévoilerai pas le punch, là, mais c'est très mauvais. Bon, c'est pas mon style, on va le dire. C'est pas que ça relate pas l'histoire, c'est que ça nous fait passer pour un peuple de morons. C'est ça que ça nous fait passer, parce que les gens ne comprendront pas tout le temps les nuances, et ils vont penser que l'industrie du sirop d'érable est gérée par un moron, parce que c'est ça qui est représenté dans le film, qui contrôle tout. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Bon, ils disent que c'est pas vrai. Le vol de sirop d'érable aurait été fait par une gang d'amateurs. Je pense que c'était ça aussi en 2012. Mais bref, c'est pas de changer l'histoire. Ils le disent partout, c'est la non-histoire. C'est peut-être vrai, mais c'est comme un coup de pied au derrière de l'industrie acéricole du Québec, de dire, regarde comment vous avez de l'air moron, c'est de même qu'on vous voit, fait qu'on va faire une série pour vous montrer comment vous êtes moron. Donc, c'est ce que j'aime pas du tout. C'est pas une belle image du Québec. Parce qu'on explique que quand même, il y a ça au Québec. Puis tout est mauvais. Tu le sais d'avance qu'est-ce qui va se passer. Bref, c'est complètement stupide. Il n'y a pas de oh non. Bref. Donald Trump et le win-lose. Moi, dans la vie, j'aime le win-win. Vous m'avez vu à Big Brother, d'ailleurs, ceux qui ne le savent pas, j'y retourne, donc le show actuel, je vais le faire jusqu'au 8 janvier, puis après ça, je ne sais pas si je recommence le 15, ou le 23, ou le 30, ou au mois de mars, j'ai aucune idée combien de temps je vais rester là. Je ne suis pas en train de faire des suppositions, donc on va rester ici dans le réel. J'aime le win-win, j'aime ça gagner, j'aime que les autres gagnent, j'aime ça que tout le monde se pousse vers le haut. Pas avec Donald Trump. C'est impossible. C'était impossible dans le premier mandat, c'est encore impossible dans le deuxième mandat. Et il se fout de la gueule de Justin Trudeau royalement. Lui, il veut gagner, puis il va gagner. Si vous doutez de ça, regardez comment il est foiré la main, littéralement, à Macron. Je ne serais pas surpris que Macron prenne des journées de congé pour aller en physio cette semaine. Il te l'a foiré. Hein? Il veut montrer qu'il domine totalement. Et donc, il n'y a pas de chance. On n'a pas grand chance. Et c'est pas Justin Trudeau. Il se moque de Justin Trudeau bien raide avec son gouverneur d'État du Canada. Donc, ça va être comme ça. Qu'est-ce qu'on va... L'affaire, là, c'est qu'avec un narcissique comme ça, lorsque tu négocies, qu'est-ce que tu lui donnes? Faut que tu le laisses supposer qu'il va gagner.
tout en même temps que toi, tu gagnes. Tu peux pas aller le dire haut et fort que tu as gagné. Donc, il faut que tu le laisses le dire. Ça prend une dose d'humilité que Justin Trudeau n'a pas. Donc, ça va être assez tough, surtout cette fois-là. Et il revient avec America First. Hein. America First, ça veut dire, regarde, je me fous de ce qui se passe à l'extérieur. On se replie sur nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire America First. Donc, on va voir, mais on n'a pas le bon gars. Et je ne sais pas si Pierre Poilievre est le bon gars non plus, mais on le sait que Trudeau n'est pas le bon gars. Parlant de Trudeau, Christophe Freeland, ses jours sont comptés. Hein. C'est assez évident et c'est pour ça qu'il y aurait une mise à jour économique le 16 décembre parce que ça ne fait pas de sens. Elle va expliquer qu'elle ne respectera pas son 40 milliards qu'elle avait promis. Ça fait 3 ans qu'elle est là, ça fait 3 ans qu'elle promet qu'elle ne va pas dépasser le 40 milliards, qu'elle le dépasse. Donc, elle est très mauvaise. Très, 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 très mauvaise. Et elle fait que les caprices de Justin Trudeau. Elle n'a pas de colonne vertébrale. Donc, Mark Carney, dans le fond, il regarde ça, l'ancien de la Banque du Canada, qui est comme conseiller spécial, puis il dit « Va te planter. Continue à te planter. » Et d'après moi, c'est Justin Trudeau qui a dit « Regarde, tu vas faire un énoncé économique le 16 décembre. Tu vas dire qu'on a perdu le contrôle des finances. Tu vas prendre le blâme. Et on va compter autre chose maintenant. Au lieu de parler de déficit de 45, 50, 60 milliards, on va regarder le déficit, le PIB par rapport au ratio de déficit qui est en ce moment 108 %. La France est à 115 et dans le trouble. Donc, on va calculer ça puis on va le regarder descendre. Donc, la dette devient plus importante. C'est le ratio des revenus versus la dette. On va payer la facture d'intérêt à un moment donné. Hein? C'est une façon cachée de dire, regarde, il y a d'autres pays qui sont pires que nous, mais on s'en fout maintenant du déficit. Ces jours sont comptés, tout simplement. C'est ça. Il l'envoie à l'abattoir pour refaire un remaniement ministériel, probablement, après les fêtes. Pablo n'est plus là. Pablo Rodriguez, elle qui va sauter. Donc, ça va prendre un petit coup de barre pour espérer aller en élection avec un peu de force, s'il en reste un peu, mais ses jours sont comptés à Christophe Freeland. Elle n'aurait jamais dû être ministre des Finances, d'ailleurs. À un moment donné, il faut que tu mettes des gens qui sont forts, qui sont capables de tenir tête. Le problème, c'est que Justin Trudeau ne veut avoir que des marionnettes. Bien, ça paraît. Parlant de marionnettes, les Canadiens ont été sondés. 15 % des Canadiens veulent un chèque. Hein? On s'en fout, on n'en veut pas de chèque. On veut que ça soit mieux géré. 28 % sont bien contents de la TPS. On le fait pareil. Tu sais, à un moment donné, quand tu travailles pour les gens et les gens ne veulent pas quelque chose, dans une si grande majorité, tu ne le fais pas. Surtout que ça ne donne pas les bénéfices escomptés, puis ça va rajouter sur la dette en plus. C'est ça, on est géré par ça. C'est gênant. C'est gênant. Il y a Amira El-Gawabi qui a été nommée par Justin Trudeau pour lutter contre l'islamophobie. C'est difficile. Fait que ça a pondu un rapport. Pour régler tout ça, ça prend des profs musulmans, palestiniens et arabes dans les écoles. J'ai-tu d'autres choses à rajouter? On veut des profs compétents. Donc, Amira El-Gawabi, qui est en charge d'un problème pour montrer qu'il s'occupe de tout le monde, Justin Trudeau, n'a pas un rapport pour dire « ça me prend ça ». Ça prend des profs. Donc, on va sacrer des profs dehors ou les prochains profs, on va les prendre que musulmans, palestiniens ou arabes. Comme ça va régler tous les problèmes de l'islamophobie au Canada. Compétent ou pas compétent, c'est pas grave. Ça prend ça, sincèrement. Ça a-tu du bon sens? Est-ce que, pensez-vous que ça a une once de bon sens? La réponse est non. Hey, les fameuses spatules noires que j'ai parlé ici, qui semblaient contenir beaucoup d'un agent qui est trop pour nous. Puis un paquet de monde qui les a jetés, c'est dû à une erreur de calcul. Une règle de 3. À 34 000, il y en a beaucoup trop. Et le calcul qu'on a fait pour les spatules, c'était à 42 000. Mais ça s'en va, plus c'est bas, plus c'est dangereux, plus ça monte. Et le calcul était de 60 fois 7 000. Ils ont dit que c'était 42 000, alors que 60 fois 7 000 égale 420 000. Donc, le produit
qui était supposé être bien, bien, bien dangereux, n'est pas, est là, mais très, très, très dilué. Donc, c'est comme un trognon de pomme que tu mangerais des pépins. Hein? Fait que, je vous ai dit ça la semaine passée, si vous mangez les trognons de pommes, les grains de pommes, là, ça a du cyanure. Donc, 20 trognons de pommes, t'es mort. Y a-tu quelqu'un qui veut l'essayer dans ça? Tu fais, je mange des pommes. On va pas bien aujourd'hui. Hein. Tu sais, quand une fois, Georges, il m'appelle, on travaillait ensemble, il me dit, t'es où? Parce qu'on mangeait toujours ensemble. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on chicanait, on allait manger ensemble tous les midis. Et j'ai dit, je suis en train de manger mes émotions. Hein? Pas de même, je l'ai dit, mais bon, je ne veux pas encourager l'autre mot. Je suis en train de manger mes émotions, je suis à la belle province, 2 hot dogs, une poutine, ben coke. Là, maintenant, manger ses émotions, c'est qu'est-ce que tu manges? Des trognons de pommes. Voilà, voilà. En France, maintenant, des décongestionnables nasales, tu sais, t'as le nez bouché, tu prends une petite pilule, un sirop décongestionnant. Bien, il y a quelque chose là-dedans qui peut être dangereux pour les personnes qui ne sont pas en forme. Tellement dangereux que la France a décidé maintenant que ça passait par les médecins. Envoyez ça derrière le comptoir et c'est un médecin qui doit le prescrire. Si c'est dangereux pour 60 millions de Français, ça devrait être dangereux pour autant de Canadiens, hein, de Québécois, mais ça n'arrivera pas ici. Là. On enlève des tâches aux médecins. On ne veut plus qu'ils regardent pour les assurances, on ne veut plus qu'ils regardent pour les congés de maladie. On veut les forcer à être là. Pensez-vous qu'on va rajouter ça? Donc, il y a quelque chose de dangereux, mais trop dangereux pour les Français, pas assez dangereux pour nous autres, les Québécois. Voilà. Ça, ce genre de situation-là, ça ne devrait pas être l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui arrive et dit, ben, regarde ça, là, si c'est dangereux une place, c'est dangereux partout. Vous dire non, de passer un deuxième comité, et quand on fait une règle, on la fait pour tout le monde, je sais pas. Je trouve ça un peu, tout le temps un peu bizarre de voir ce qui est dangereux d'un pays, selon le lobby ou non, qu'on complique la vie, de la mise en marché de ça. Il y a, en 2022, Fadi Daguerre était là. Ils ont dépassé les heures supplémentaires de 50 millions. Dépassé, je n'ai pas le chiffre. Là. On parle tout le temps de dépassement, on ne dit pas le vrai chiffre au complet. L'année passée, la même chose. Cette année, on dépasse déjà de 52 millions. Ça, là, c'est notre super-héros. Hein? L'homme de Valérie Plante, Fadi Daguerre. 2 gauchistes qui ne savent pas gérer. Est-ce que c'est normal d'avoir des heures supplémentaires? Ils peuvent avoir recours aux cadets. Donc, quand un brigadier scolaire n'est pas disponible, il envoie un policier à 150 % de son salaire parce qu'il a déjà fait ses heures. Qui va aller faire au coin de Beaubien et Saint-Laurent, venir le remplacer un brigadier n'est pas disponible? Un policier qui veut faire de l'argent, il va. Ça ne tente pas. Il ne fait pas par plaisir, il le fait juste par l'argent. Donc, on paye. On pourrait avoir une armée de cadets, des jeunes, qui pourraient faire ça. On ne se force pas. On y va avec la simplicité. Il est là. Quelqu'un dit, regarde, qui a de l'overtime à faire? On s'en fout du budget. C'est facile à régler l'overtime. C'est très facile. Mais on ne le fait pas. On dit, on va avoir plus d'argent maintenant. Tout le temps, la même affaire. On ne peut pas. Tu sais, sincèrement, à un moment donné, quand tu regardes l'état des finances, là, un peu partout, là, à un moment donné, tu devrais presque dire à quelqu'un là, qui va être en gestion. Ben, je m'en ai dit, qui va être en mode gestion. T'es-tu de gauche ou de droite? Je suis de gauche, parfait, t'as pas de job. T'as pas de job. Tu sais pas gérer. Québec, Lyon vient de vendre pour 50 millions son centre de haute technologie à Mirabel. Et Québec va avoir 0 $ là-dessus. Québec fait des prêts non garantis pendant que les autres ont des prêts garantis. Les fameuses debentures, la même chose qu'on a fait avec notre vol de Suède qu'on va perdre, là, le 407 millions. Là. Donc, dans Lyon, qui vient d'avoir 50 millions, les autres actionnaires ont de l'argent. Pas Investissement Québec. Ça a l'air que c'est normal dans leur procédure de ne pas prendre des garanties. Essayez ça d'acheter une maison, vous autres, puis qui ne vont pas prendre des garanties. C'est ça.
C'est normal. C'est normal quand tu es géré par des gens qui s'en foutent que c'est pas leur argent. En subvention, on va laisser faire à peu près n'importe quoi. Quand le président, il y en a un, le VP, le CFO, il est disparu. Tout le monde le cherche. Il est parti avec les employés qui sont faits congédier. Mais quand tu mets des gens qui reçoivent des subventions puis ils vendent des actions pendant ce temps-là, pendant qu'ils disent aux autres achetez-en, c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne le laxisme d'Investissement Québec et de la Caisse de dépôt. Et c'est pour ça qu'on est pauvre. C'est pour ça qu'on se contente des rendements de 7 puis on est bien, 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 bien content quand le fonds souverain de la Norvège a doublé en 5 ans. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois va revenir de son congé parental? Ça faisait son affaire, on va se le dire. Hein, après l'année qu'il y a eu, ça faisait son affaire de partir en congé de maternité et paternité et dire qu'il va aller s'occuper de sa famille. La famille a toujours le dos large, puis c'est noble. C'est correct de vouloir passer du temps avec ses enfants, mais quand on regarde l'année 2024, une année où le Québec solidaire est en déclin, il y a eu Amélise qui ne s'est pas entendu avec. Après ça, il a demandé du pragmatisme, donc il a presque dit « je vais être tout seul maître à bord ». C'est pas arrivé. Après ça, tu as l'affaire Boisy qui est disparue de la map complètement pour avoir foutu le trouble partout. Mais le départ à la paternité était déjà annoncé de Gabriel Nadeau-Dubois. Mais est-ce qu'il a le goût de revenir là-dedans? Québec solidaire est en déclin, tant mieux, enfin. Hein? Enfin. Donc, est-ce qu'il a le goût de revenir là-dedans ou il aurait le goût de travailler un peu comme Fitzgibbon? Regardez Fitzgibbon qui est sur tous les conseils d'administration tout à coup. Là. Il a pris du temps pour sa blonde. Et oups, sa blonde, il se ramasse dans 25 comités tout d'un coup. Là. Hein? La famille a toujours le dos large, c'est un bel exécutoire lorsque tu es à bout de quelque chose. Gabriel Nadeau-Dubois est capable de se replacer à peu près partout. Moi, d'après moi, il va dire, regarde, j'ai réfléchi pendant que je veux passer plus de temps que ma famille, puis un mois après, parce qu'il a besoin de gagner sa vie, il va être sur un conseil d'administration quelque part. Et c'est une bonne affaire. Il a fait son bout, puis ça avance pas. Tu sais, comment je trouve toujours la motivation? C'est quelque chose que vous me demandez souvent. Bien, il faut avancer. Si on fait du surplace pour on recule, impossible que tout le monde puisse maintenir, peu importe ta job, peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas maintenir la motivation. Et la passion, je l'ai parce que mon entreprise avance. Si je reculais, ça serait très, très dur. Je serais fatigué. Je suis fatigué parce que je travaille beaucoup, mais je serais fatigué émotionnellement, ce que je n'ai pas. Je suis fatigué physiquement, mais pas émotionnellement. Êtes-vous tombé sur la tête? J'ai le goût de vous parler d'entrepreneuriat un peu au lieu d'aller voir les vieux journaux, parce que des fois, c'est ma section fourre-tout un peu. Non, mais la plupart du temps, ce sont les vieux journaux pour nous faire réaliser qu'il y a beaucoup de grèves de Poste Canada dans les dernières décennies. Lewis Hamilton, qui va quitter McLaren pour aller à Ferrari, a dit « Quand je suis arrivé, j'ai rêvé seul, mais ensemble, nous y avons parvenu. » Il a quand même monté de beaucoup l'écurie McLaren, mais c'est un peu ça. Hein? Lorsqu'on se lance en affaires, on rêve seul. On a besoin d'une équipe. On a besoin d'une équipe, puis l'équipe, elle vient nous renforcer. L'équipe nous amène plus loin. On choisit cette équipe-là. On choisit les bons éléments. On travaille avec eux. Il faut laisser tomber des pommes pourries. Il faut donner de l'espace à ceux qui ont le goût d'en prendre. Il ne faut pas jouer au héros. Il ne faut pas jouer au roi, comme Justin Trudeau que je venais de parler. On rêve seul d'une entreprise. Et ensemble, on y parvient. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Quel est l'avenir du Bitcoin? Hein? Le Bitcoin a une capacité de 21 millions, mais plus ça va, plus c'est exponentiel, où là, il en reste 19 millions. Il y en a déjà 19 880 000 en circulation. Et les prochaines, quand on reçoit, quand on mine du Bitcoin, on reçoit un nouveau Bitcoin. Pas un, mais une virgule. Et ça descend régulièrement, à peu près à chaque 4 ans. Mais à un moment donné, ça devient exponentiel et le nombre de rewards qu'on va avoir à un moment donné va presque être nul. Donc, et c'est ça que les gens disent. Il y a tellement de rareté, il n'y en aura pas plus, qu'à un moment donné, les gens qui le détiennent, bien, s'ils en détiennent et il n'y en a pas beaucoup en circulation, la demande augmente. Bon, c'est pas fou. C'est ça, tokenomics.
Maintenant, regardons ça ici. Qui détient les bitcoins? Les fonds mutuels, regardez les fonds mutuels. En ce moment, les fonds mutuels détiennent 115 milliards. Ça n'existait pas au mois de janvier, là. Il y a 115 milliards qui ont été mis dans des fonds mutuels. C'est 53 milliards dans iBit, celui que j'ai. Celui qui domine le plus. Et c'est 6%. Regardez ce site-là, ceux qui ne le voient pas parce que vous êtes seulement en audio, c'est bitcointreasury.net. Treasuries.net. Et WonderFi, c'est... regardez, je viens de tomber là-dessus. C'est Kevin O'Leary que ça, entre autres. Ils en ont 42 000 bitcoins. 42 bitcoins. 42 bitcoins. 42 000 bitcoins. iBit en a 521 000. Et la grosse compagnie, MicroStrategy, en a 423 000. Suivi après ça de Mara, Rio qui font du minage. Les gardes aussi, donc il y en a 40 000. Tesla, on l'avait oublié, mais Tesla en a 89 000. 89 000 bitcoins. Non, 9 000 bitcoins. C'est le B qui me mélange au début. Intéressant. La plus grosse compagnie canadienne, c'est Hot and Mining. Bitfarm, il y en a aussi. Donc, on peut voir un peu qui détient le bitcoin. Mais lorsque tu le détiens et tu ne le remets pas en circulation, ben, ça crée une rareté. Ça crée une rareté. Quand même, ça a changé beaucoup en un an. Il frôle, là, il se promène à l'entour de 100 000. Là. Le bitcoin, il n'est pas encore... on va aller voir. Ici. Bitcoin, on va regarder ici. Ça se stabilise en crypto après la débarque qu'on a eue au Royal l'autre jour. Bitcoin, 98 360, donc une augmentation de près de 2%. C'est comme ça. Hein? Il y a de la misère, c'est comme un plafond 100 000, et il y a de la misère à aller le chercher. Et c'est normal. C'est comme ça à la bourse. À un moment donné, tu atteins un plafond, et là, ça se stabilise un peu plus. Mais c'est vrai, j'avais oublié que Tesla en avait acheté beaucoup à un moment donné. Il en achète moins, on n'entend pas parler. On va le voir évoluer. Vous pouvez le voir évoluer sur bitcointreasuries.net. 6% dans les ETF quand même. Hein? Google qui a sorti une puce, c'est tellement gros et tellement puissant. Le Quantum, un peu, on va aller voir ensemble. Alphabet, quoi, c'est beau, c'est ça. On va vous le montrer. Un peu. Comme ça. Ben, OK. Review, un peu. Je ne veux pas me tromper. Quantum. Bref, ils ont sorti une puce qui... Le chiffre est tellement grand, là, c'est septillon. Ça prend 5 minutes maintenant. Donc, le titre a monté beaucoup quand même, hein, de 5%. C'est un titre pépère. Encore en augmentation hier aussi et aujourd'hui. Donc, ils ont sorti une puce. Maintenant, la puce, est-ce qu'elle est sur le bord d'être sur le marché? Peut-être pas encore, mais je sens une nouvelle bulle qui arrive. Hein? Le marché va avoir des bulles, va avoir des gagnants. Pourquoi que je pense qu'il y a une nouvelle bulle? Ben parce que Google a monté beaucoup, puis ça montre d'autres compagnies que je ne connaissais pas. Il y a Rigetti Computing qui a pris... Vous êtes malade. Ma gang de malades! Vous êtes donc où? Il y en a beaucoup qui m'écoutent. Regardez, le 24 octobre, le titre de Rigetti valait 1 pièce. Il en vaut 7,42. Ils perdent de l'argent, là. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, là. Le revenu, là, juste vous donner un indice, là, les revenus de Rigetti, là, c'est 2 millions. Ils n'en vendent pas. Est-ce que c'est une bulle? Et palais, si vous aimez le risque, ben regardez-le pour le day trading, gâtez-vous. Gâtez-vous. Mais
C'est ça. Est-ce qu'on s'en va vers une bulle quantum? 100%. 100% qu'on s'en va dans une bulle quantum technologie, là, de puces. Quand tu es puce, ça prendrait 7 trillions d'années, 7 septillions d'années. C'est beaucoup, 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 beaucoup de zéros. Ça, c'est 8 fois le temps de formation de la Terre à peu près. En 5 minutes, c'est puissant. C'est très puissant. Et depuis le temps que vous me parlez de quantum de quantum computing, ben on est proche. On est proche de là, ou presque là. Donc, en attendant, ben, si vous avez du Google, tant mieux. Du Goggle. Goggle. Et GM laisse tomber Cruise, le robot taxi. Il va prendre la technologie pour la mettre dans les pas les self-driving, mais l'aide à la conduite. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le titre, comme n'importe quoi, si on regarde sur une semaine, le titre monte, descend. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes. GM, mais il a laissé tomber les batteries. Il a revendu à LG. Là, il laisse tomber les robots taxis. Donc, ça laisse la place à Tesla. Voyons, qui d'autre? Qui d'autre fait des robots taxis? Ah, ben Google avec Waymo. Et regardez le titre de Tesla suite à ça. Et à suite de bien des affaires, ceux qui pensaient que Tesla, c'était fini. Dont moi, je ne pensais pas que c'était fini, mais je me disais, il prend un méchant risque. Risk and reward, hein? Le titre qui vaut 405$ maintenant. Quand même, hein? Je vais vous montrer la richesse de Elon Musk dans quelques minutes, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, GM qui laisse tomber. Cruise maintenant qui va l'incorporer. Et on peut voir que c'est des compagnies qui doivent se réinventer et se recentrer. Se recentrer par rapport à ça. En parlant de ça, je suis tombé sur un article, le Financial Times, c'est un journal jaune de Londres que j'aimerais bien lire une fois de temps en temps, mais ça coûte très cher, puis à un moment donné, il y a des limites. Et surtout que Financial Post en reprend, ou d'autres journaux reprennent des articles. Et Financial Times a fait une analyse assez poussée. Ils disent, dans toutes les catégories, mais je vais vous en parler d'une seule, à la bourse, ne jamais acheter des compagnies legacy qui ont beaucoup de capital expenditures. Donc, ça ressemble à quoi? Hein? Pour se maintenir à flot. Quelle compagnie, mettons, qu'on pourrait penser, dans le lot, ils parlent d'AT&T, ils parlent de Ford, ils parlent de GM, des vieilles compagnies qui, pour se moderniser, suivent la parade, il faut qu'ils dépensent énormément. Ils disent, à la bourse, c'est rarement des gagnants, presque jamais. Ça, c'est une analyse poussée du Financial Times. Au courant de l'été, la Caisse de dépôt a acheté du Ford et du GM. Ça valait la peine d'écouter des petits criquets, hein? Donc, on va aller voir la liste des plus riches maintenant, parce qu'Elon Musk a gagné. Google a gagné hier. Je l'ai montré souvent. Forbes a une liste en temps réel des Real-Time Billionaire Lists. Et qui est le premier? Elon Musk, 361 milliards de valeur. Ça a changé? Non. 361. Le deuxième, c'est Jeff Bezos. Il a l'air d'un pauvre 238. À un moment donné, c'était Bernard Arnault de Louis Vuitton, mais ils ont mangé le volet. Larry Ellison, Oracle, il a perdu 13 milliards hier. Sur papier, Mark Zuckerberg a gagné 2 milliards à 214. Bernard Arnault, qui était à 172, il était monté quand même un peu plus que ça. Il était le premier à un moment donné. Et ça a baissé. C'est comme ça. Mais c'est sur papier. Et là-dedans, regardez, la plupart des gens sont en technologie, à part Bernard Arnault. L'autre qui n'est pas dedans, c'est Ortega, qui est Zara. Donc, il est le 10e plus riche à 122 milliards. Elon Musk, 361. Ce serait pas surprenant même qu'il valent sur papier 400 milliards avant Noël. Quand même, hein? Il peut bien être invité à Notre-Dame de Paris, à la cathédrale. Hein? Il est venu le temps des cathédrales.
Mon ordi est slow ce matin. 29,46. Hey, il y a une bague, tu sais, il y a des montres connectés. Il y a des bagues aussi connectées. J'en ai pas parce que j'aime pas les bagues, là. J'ai tellement peur de l'engagement. Mais il y a un anneau pour tous les modes de vie. Donc, un anneau, si tu as une montre pis ça, là, tu commences à être connecté en tabarnouche. Hein? Mais la nouvelle technologie derrière ça, ça nous permet de savoir 2 jours à l'avance si on va avoir un rhume selon certains capteurs. Quand même intéressant. Quand même intéressant. Je pense que c'est assez évident à un moment donné qu'on va tous être un peu connectés avec différents gadgets pour nous donner là juste notre diabète, sur notre sang, sur notre pression artérielle. On est là déjà, hein, avec la nouvelle montre iWatch. Donc, on est vraiment rendu là. Et je trouve que c'est intéressant. J'en ai pas. J'ai donné ma montre à mon fils Alexis, mais j'en ai pas. Connaissez-vous le Lug Nut Challenge? Encore une autre niaiserie qui est née sur TikTok, qui consiste à enlever les bottes après un auto des gens, puis ils partent à rouler, puis ils perdent une roue. J'en ai vu une sur l'autoroute cette semaine. J'ai fait comme, my God, il a perdu sa roue. Et c'est arrivé à mon frère, qui est professeur. Il est parti à un moment donné, puis ouf, dans le village, une roue qui est partie. Ça a dû être quelqu'un qui a dévissé la roue. Donc, hein, l'importance d'avoir au moins une chose sécurisée après nos roues, bien, on peut le voir que ça devient très important. Il y a du monde assez débile d'aller dévisser les noix d'une roue. As-tu le goût d'y répondre avec un bon coup d'un noix, justement? Sincèrement, on est-tu devenu débile? On est-tu devenu débile? C'est arrivé à mon frère. En plein village, j'ai perdu une roue. Elle est partie. Père Noël, là, un gros bonhomme, pas en santé, avec de la rosacée d'en face. C'est pas drôle pour ceux qui ont de la rosacée, là. Mais avec une grosse barbe pas trop bien taillée, overweight, avec des rides, est-ce que c'est encore la norme? Ben non. 44% des gens pensent que le Père Noël devrait changer son look. Entre autres, il devrait perdre 20 livres, il devrait avoir une barbe mieux rasée, et peut-être un petit peu de Botox aussi. 18% pensent des gens qu'un petit peu de Botox, là, 44% pensent que le Père Noël devrait changer son look. 62% de la génération Z. Donc, ils ne le rejettent pas, mais ils disent qu'il devrait changer de look. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one si vous n'avez pas fait de like, petit commentaire ou même vous abonner. C'est le moment de le faire. Passez une excellente journée. Bye.